Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bon, donc là je suis en phase de relecture, de correction, la fin s'approche. Alors maintenant j'ai un peu plus de temps, donc on va en profiter pour faire des petites vidéos plus centrées sur ma façon de travailler, quoi, ma façon d'écrire. Parce que on sait pas trop hein, comment procèdent les écrivains en général, on sait pas s'ils gardent leurs petits secrets, hein, mais bon. Moi, je me suis aperçu, depuis le temps que j'écris des bouquins, même si je suis pas une star de l'écriture, hein. Je suis pas Guillaume Musso ni Marc Lévy, hein, comme je dis. D'un autre côté, les histoires qu'ils racontent m'intéressent pas trop. Bon, comment les gens écrivent? Est-ce qu'ils se lancent comme ça? Est-ce qu'ils font un plan? Est-ce qu'ils ont l'histoire complètement dans leur tête avant de se lancer? En suivant un plan très précis, en prenant des notes au départ, et puis après, paf, on se lance dans la rédaction. Euh, je sais pas trop. Alors, une fois, j'avais entendu un écrivain, une femme, je suis pas certain, mais il me semble que c'était Catherine Pancol. J'ai rien lu d'elle, je connais pas. Mais ce qu'elle avait dit m'avait vachement intéressé parce que je me retrouvais pas mal dedans. Elle disait que elle, tous ses bouquins, en fait, elle fait zéro plan. Elle a un peu son histoire dans la tête, mais c'est assez flou. Et elle dit qu'elle se lance directement. Et c'est au fil de l'écriture, en inventant des événements, et surtout en créant des personnages, que les personnages acquièrent comme une espèce de vie autonome et ils décident eux-mêmes, comme malgré la volonté de l'auteur, de la suite de l'histoire. Alors bon, c'est théorique tout ça, mais elle non, elle dit qu'on peut très bien se lancer comme ça, on a l'idée d'une scène de début, on a quelques personnages en tête, et puis on se lance, et puis on verra après. Et puis, selon elle, donc, c'est les personnages qui amènent à créer les événements qui vont faire l'histoire. Bon. Alors bon, c'est peut-être pas valable pour tous les bouquins, mais moi, je me suis quand même souvent aperçu de ça, notamment la question des personnages. Moi, j'ai envie de dire, donnez-moi des personnages et je vous ferai une histoire. C'est essentiel d'avoir une idée précise des personnages parce que c'est un fait que quand vous allez commencer à les faire évoluer, alors faire prononcer des dialogues, à la limite, il y a des phrases qui vont vous échapper, comme si les personnages vivaient leur propre vie et vous vous dites, mais alors celui-là, je lui ai fait dire ça, celui-là va répondre ça, et du coup, celui-là, il peut répondre ça. Tiens, paf, un truc auquel vous n'auriez pas pensé. Et ben, du fait que vous engagez un dialogue entre les personnages, ça va vous donner une idée qui va en amener d'autres. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de magie quand vous créez les personnages. Il y a un moment où vous vous apercevez qu'ils ont quasiment une vie autonome. Et inversement, vous pouvez avoir, c'était le cas sur celui-là et puis sur le suivant là, vous avez des idées de scènes qui colleraient bien au personnage, mais en écrivant, les personnages prennent une autre dimension, une ampleur un peu différente que ce que vous avez cru au début, et ben vous n'arrivez pas vraiment à insérer. Là, par exemple, j'avais certaines scènes où je me disais, tiens, je préfère ça à Judith ou à Mike, quoi. Et puis, une fois le bouquin fini, je me suis aperçu que les personnages ont un peu évolué par rapport à ce que j'imaginais au début, et que les idées que j'avais, non, ça peut plus s'adapter à eux, à ces personnages, parce qu'ils sont devenus un peu différents de ce que j'avais envisagé au début. Donc voilà, c'est un peu une magie, cette histoire de la vie autonome des personnages que vous avez créés. Et alors à l'inverse, parce que c'est un peu une forme d'improvisation, de se lancer sans avoir rien prévu, en résumé, je suis certain qu'il y a des auteurs qui font des plans très précis, hein. Chapitre par chapitre, ils ont toute leur histoire en tête du début jusqu'à la fin et ils savent les étapes par lesquelles ils vont passer, donc ils prennent des notes et puis en écrivant, ils suivent le plan. Donc il y a ces deux méthodes d'écriture. Il y a ceux qui font pas de plan et puis il y a ceux qui font un plan. Alors une fois que vous avez décidé de faire un plan ou de vous lancer directement, il faut y aller, il faut se lancer dans l'écriture de l'histoire. Et maintenant le but ça va être d'arriver à un premier jet, avoir un premier jet, c'est-à-dire l'histoire dans son ensemble, du début à la fin. Tout en sachant, et c'est là où il faut être modeste quand on écrit le premier jet, c'est qu'il faut savoir que de toute façon, ce premier jet-là, il sera forcément mal foutu, mal construit, maladroit, mais il faut noircir les pages pour arriver au bout. Parce que après, une fois que vous êtes au bout, vous avez une vision complète de votre histoire, que vous n'aviez évidemment pas du tout au début, parce que surtout si vous vous lancez au début sans trop savoir comment votre histoire va évoluer, eh bien,
en cours d'écriture, il y a plein d'idées qui vont arriver. Et ce que vous avez déjà écrit, il y a des fois où vous vous dites, en fait, non, ça sert à rien par rapport à ce que j'ajoute maintenant. Mais ça fait rien. Le but, c'est de noircir du papier et d'aller au bout de l'histoire. Donc là, par exemple, je suis sur le deuxième opus des Aventures inavouables de l'Homme Invisible. Alors le premier, il faisait combien de pages? Je regarde vite fait. Le premier faisait 280 pages par là. Et ben là, le premier jet du deuxième, il fait 450 pages. Donc, je savais en arrivant aux 450 pages que c'était beaucoup trop long. Alors là, donc, je suis en phase de retravail, de correction. J'ai déjà supprimé une cinquantaine de pages. Donc je pense que le bouquin au final fera dans les 400. Hein, parce que là, j'en suis déjà à 2 relectures. Je commence à être un peu content. Mais très souvent, voilà, je vais revenir là-dessus. Le premier jet, très important. Il faut y aller, il faut le faire, il faut s'y tenir, il faut travailler, il faut avancer dessus. Et invariablement, quand vous allez le relire, enfin si vous êtes exigeant, hein, sur le plan littéraire, même du contenu, vous allez trouver que c'est nul. C'est pour ça, mon conseil, mon modeste conseil, c'est ne faites jamais lire un premier jet, parce que sous le coup de l'émotion, vous allez vous dire ouais, c'est super, donc tiens, lis ça chérie, ou lis ça copain, et le chéri ou la copain, elle vous dira pas forcément, mais elle va trouver que c'est nul. Parce qu'il y aura des lourdeurs, il y aura des maladresses. Moi, quand j'ai relu le premier jet là, de ce que je suis en train de faire là, j'étais limite effondré, déprimé. Je relisais des passages, je me disais mais c'est nul, putain, mais le dialogue c'est maladroit, c'est pas possible quoi. Et ça c'est une phase mais que je dirais qui est incontournable. Je pense que même les auteurs, les écrivains les plus connus, les plus littéraires, je pense qu'ils en passent tous par là. Ils sont jamais satisfaits de leur premier jet. Donc faut pas avoir de scrupules. Donc quand j'ai lu mon premier jet de ce que je suis en train de faire actuellement, donc j'étais consterné, comme je vous disais, mais en même temps je savais que j'allais l'améliorer. Donc en le relisant, j'ai vu où étaient les faiblesses, les erreurs. Donc très souvent c'est dans les dialogues. Je me dis, ça c'est niais, c'est maladroit, c'est un peu concon. Alors là, je relis et puis je m'aperçois que très souvent ce dialogue sert à rien, donc je le supprime tout simplement, je modifie quelques petits éléments dans le dialogue précédent et puis c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus clair et du coup le côté maladroit disparaît. Et pareil, après donc avoir relu le premier jet, donc faire une première relecture, on s'aperçoit qu'il y a des passages qu'on écrit au début parce qu'on ne sait pas trop où on va justement. Donc on a tendance à écrire des trucs qui sont un peu inutiles. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous avez une vision d'ensemble de l'histoire, et ben vous identifiez clairement les passages qui servent à rien parce que depuis vous vous êtes vachement enrichi de votre histoire et donc vous savez que tel passage par exemple ne sert à rien, le truc que vous avez déjà écrit. Donc voilà, il faut être impitoyable et puis supprimer ce qui vous paraît superflu ou maladroit. Voilà. Quand vous avez votre premier jet, c'est déjà une grosse partie du boulot qui est faite, mais il reste encore beaucoup de boulot. Et c'est un énorme boulot l'écriture, je crois que les gens ne se rendent pas compte. Enfin, si on est exigeant, sur le plan du style et sur le plan de l'histoire, ou sur le plan de l'histoire et sur le plan du style. Je préfère, moi je privilégie l'histoire. C'est vraiment très important d'avoir une très bonne histoire. Alors vous avez votre premier jet, et maintenant, alors moi ce que je fais, et là je sais pas trop comment font les autres, mais quand j'ai fini, j'arrive au mot fin, hop, le lendemain, en général je fais jamais ça le premier jour, je laisse passer un petit peu de temps pour avoir un regard un peu frais, le lendemain, ou le surlendemain, je reviens au début, et puis je recommence à relire tout ce que j'ai écrit de A à Z, du début jusqu'à la fin, et là, je regarde avec un œil critique, et comme je suis conscient de mon histoire, alors que je ne la connaissais pas au début, ou que je la connaissais beaucoup moins, j'ai un regard beaucoup plus sûr pour juger de ce qui peut être supprimé ou modifié. Donc, ensuite, c'est l'étape des relectures et des corrections en même temps, parce que vous relisez, et en même temps, vous dites « Ah non, mais ça c'est mal formulé, paf, alors, ah non, cette phrase elle est trop longue, allez, tiens, je vais la couper en deux, je vais essayer d'en faire 2 phrases. » Ou tiens, ce bout de dialogue est pas terrible, hop, je le supprime, ou je le remplace par un autre. Ou ça peut arriver, tiens, cette petite scène là, plutôt que la mettre là, je pourrais la décaler là, elle serait plus justifiée là. Donc voilà, je relis tout mon bouquin pendant plusieurs jours. Hein. Ça prend de nouveau plusieurs jours. Alors le processus d'écriture du premier jet prend des jours et des jours.
mais le processus de relecture aussi, hein, c'est-à-dire à chaque relecture, là, mettons, j'ai mis une dizaine de jours pour tout relire. Et donc je prévois 2 nouvelles relectures là, dans les jours qui viennent. Et elles me prendront peut-être plus 10 jours, mais elles me prendront une semaine. Et puis la relecture d'après me prendra 5 jours. Et puis après, au bout d'un moment, j'aurai relu et corrigé tellement de détails que ça commencera à approcher de, j'ose pas dire la perfection, enfin la perfection pour l'auteur. C'est-à-dire, la perfection, c'est quand vous prenez une page, que vous la relisez, et que vous n'avez plus rien envie de changer. Alors, c'est très rare. C'est très rare parce que... Alors, est-ce que c'est pareil pour tous ceux qui écrivent? J'en sais rien, mais moi, très souvent non, parce que je relis pas mes bouquins, mais ça m'arrive des fois de reprendre un bouquin et d'en lire quelques pages, et invariablement, j'ai envie de changer des choses. Donc, c'est ça aussi qu'il faut savoir, qu'il faut se dire. C'est qu'à un moment, quand on estime qu'on a été vraiment exigeant sur le plan de l'histoire et sur le plan du style, il y a un moment où il faut se dire, bon, maintenant on va dire que c'est fini. C'est fini. Quand on trouve plus de coquilles ou de répétitions, parce que c'est ça aussi, ça c'est très important dans les phases de relecture, je m'aperçois très souvent, moi, mais je suppose que c'est pareil pour plein d'autres, c'est que on a tendance à réutiliser souvent les mêmes mots dans le paragraphe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les répétitions. Ça, faut vraiment les traquer. Et c'est là où il faut essayer d'avoir un langage un petit peu riche. Il faut trouver plein de synonymes. Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a des mots qui n'ont pas beaucoup de synonymes. Et à force de relecture, quand je relirai les pages, je me dirai, bon, ça a l'air d'aller, là, a priori, j'ai pas trop envie de changer quoi que ce soit, ça a l'air bien. Là, à ce moment-là, je vais essayer de le faire lire par une ou deux personnes de confiance, qui de préférence connaissent un petit peu l'orthographe. Alors, même pas dans le but d'avoir leur avis sur l'histoire, hein. C'est dans le but... En général, je dis c'est surtout pour traquer les coquilles, les erreurs, les fautes d'orthographe que j'aurais laissées, les répétitions ou les formulations un petit peu lourdes qui nuisent un peu à la compréhension du récit. Donc je demande à ce lecteur ou cette lectrice justement de prendre des notes et de m'indiquer tout ça. Et donc à partir de ces réflexions, ensuite, je vais de nouveau procéder à de nouvelles corrections. Je vais étudier ces suggestions et puis je dirais ouais effectivement là merde putain j'ai mis ER alors que c'est accent aigu, ou merde oui c'est vrai j'ai répété 2 fois le mot couloir là dans le paragraphe, putain vite faut que je change. Bon voilà, donc à ce moment-là je tiens compte de ces corrections, je corrige de nouveau. Et là, normalement, on commence à avoir un truc qui est bien costaud. Bon, évidemment, la personne qui l'a lu, je lui demande ce qu'elle pense de l'histoire aussi. En général, si c'est un proche, il va pas vous dire que c'est de la merde. Bon, vaut mieux d'ailleurs, parce que c'est un peu déprimant. Mais pour dire qu'il ne faut pas s'attacher trop à ce que pense la personne, parce que c'est comme tout, une personne va ne pas aimer ce que vous avez fait, puis une autre va bien aimer. Bon. Donc ce qui compte, moi ce que j'ai tendance à penser, c'est que ce qui compte, c'est le jugement de l'auteur, hein, enfin par rapport à son œuvre. Et alors après, voilà, quand je l'ai fait lire, et ben là, j'en fais une sortie papier imprimante. Et alors là, il y a le kilo de papier qui sort, parce qu'il va faire 400 pages le prochain, donc c'est quand même assez épais. Donc je lance l'impression, et je bouffe la moitié de la cartouche d'encre, mais c'est pas grave. Et puis après, je m'installe tranquille, et pareil, je pars pour 2, 3, 4, 5 jours de correction, où je travaille sur ce manuscrit, tapuscrit, sorti par impression, et puis je corrige. Donc là, je me mets tranquille et sur le canapé, et puis je lis en tournant les pages. Et là, alors évidemment, à chaque fois que je relève un petit truc que je veux changer, paf, et je mets des notes. Et alors, c'est là que on s'aperçoit que même après toutes les corrections qu'on a déjà faites dans les phases précédentes, cette visualisation papier permet de repérer encore des trucs qui vous auraient pas du tout sauté aux yeux sur ordinateur. Et ça, c'est vrai, c'est un truc assez mystérieux. En fait, on ne voit bien les erreurs que sur papier. Donc une fois que j'ai relu cette version papier, ça prend 3, 4, 5 jours, ça dépend des livres, là, je fais les corrections sur ordi, et puis là, je me dis, allez, c'est bon là, c'est bon, on a la version définitive, on va pas retoucher le texte. Et puis après, il restera à faire la mise en page pour que Amazon puisse le sortir en version papier et Kindle. Bon, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Alors bon, cette vidéo est un peu longue, mais il y a quand même pas mal de choses à dire.
Alors après, moi, mes techniques à moi, par exemple, pour la création de personnages, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'en ai parlé au début. Je sais que j'adore jouer avec les personnages. C'est comme un petit théâtre de marionnettes. Tiens, je vais faire une petite scène entre Alex et Judith là, sur le balcon, de nuit. Ça sera joli. Enfin bon. Euh, mais les personnages, il faut aussi les caractériser, hein. Ils ont une typologie, il faut les décrire, à quoi ils ressemblent. Alors moi personnellement, pour créer des personnages et les visualiser, parce que c'est important de les visualiser, parce que si vous les visualisez pas, bah vous aurez du mal à les faire vivre parce que vous savez pas à quoi ils ressemblent. Donc moi, pour m'aider à les visualiser, j'ai une technique toute conne. Alors, je serais curieux de savoir comment font les autres, mais moi, les personnages, je leur colle dessus des physiques de gens que je connais, d'amis ou de personnalités, mais plus souvent des amis ou des proches ou des gens que j'ai rencontrés ou dont je me souviens, qui avaient une bonne tête. Et alors, je gonfle un petit peu leurs caractéristiques physiques, mais je me sers de gens que je connais. Par exemple, bah, dans le prochain, là, il y a un nouveau. Il y a un nouveau colonel de la DGSE, là, un nouveau personnage là, qui s'appelle Lapin Malin, c'est son surnom. Et ben, je me suis servi pour le décrire physiquement de mon camarade, le youtubeur Ibar Hammer, spécialiste de la détection, hein, qui n'a rien à voir du tout avec, avec l'écriture. Mais c'est un grand gaillard physiquement, et je me suis dit, tiens, Lapin Malin, oui, je le vois bien dans le physique d'Ibar, mais avec des caractéristiques un peu différentes. Mais voilà. Ibar, Eric, c'est son prénom, c'est Eric. Bon, pareil pour Freddy, le jeune informaticien là, complètement pété du casque. Je me suis servi d'un d'un mec que j'ai croisé il y a, je sais pas, il y a une quinzaine d'années là, qui était mais exactement comme lui, là, complètement pété du casque parce qu'il avait pris toutes les drogues du monde. Et physiquement, il ressemblait vraiment au Freddy tel que je le décris. Pareil pour Burt, Mike, Burt, c'est un copain que je vois très bien physiquement. Mike, pareil. Je me suis inspiré d'un copain qui a le même look, mais je l'ai fait plus épais, plus massif, plus mastard, parce que c'est un militaire assez viril et assez oreille pâquerette, on va dire, mais sympathique néanmoins. Et puis le colonel Rogers, eh ben, le colonel Rogers, figurez-vous, je me suis carrément inspiré de moi. Donc voilà, le colonel Rogers, je l'imagine un peu, moi, avec une petite barbe comme ça, rase, et puis, mais je lui ajoute d'autres trucs. Il est atrabilaire, bon, il a pas beaucoup d'humour, il est tout le temps de mauvaise humeur, bon, voilà. Mais physiquement, je me suis dit, ça serait moi en militaire. Voilà, alors sans les lunettes, peut-être, je crois que je n'ai pas mis de lunettes. Alors après, il y a des personnages qui n'ont pas forcément de correspondance dans la vie réelle, hein. C'est le cas de Ivona, la fille du professeur, qui est très grande, c'est une géante, elle fait dans les 2 mètres de haut, hein. C'est une femme qui a un physique je sais pas, de coureur de triathlon, là, putain, t'as pas intérêt à te prendre une baffe d'Ivona parce que tu vas les valdinguer contre le mur. Alors Ivona, ce personnage par rapport au premier épisode, elle a évolué, je l'ai fait encore plus massive et plus grande que dans le premier épisode. Mais j'ai quand même vérifié avant que c'était possible. Oui, mais j'ai pas décrit qu'elle était de taille moyenne, quoi. Parce que, non, heureusement, dans la première version, elle est déjà grande et costaud. Donc là, je l'ai carrément décrite en putain, wow, c'est une géante. Parce qu'elle est atteinte d'une maladie particulière qui sera expliquée dans le livre, hein. Bon. Et pareil pour Judith, la petite israélienne. Bon, petite israélienne, petit garçon manqué. Elle me faisait un peu penser à Claudine dans le Club des 5. Vous voyez, Claudine, mais Claudine qui aurait pris 20 ans, quoi. Voilà. Donc voilà, en résumé, la plupart de mes personnages, je leur donne des traits de gens que je connais, tout en les grossissant ou les déformant, mais comme ça, je les ai tout de suite en tête. Alors avant de se lancer, il y a quand même une question à se poser, c'est est-ce que mon histoire mérite d'être racontée? Est-ce qu'elle a déjà pas été racontée 10 fois, 100 fois, 1000 fois? Mais même, dites-vous bien que même si elle a déjà été racontée 1000 fois, c'est vous qui allez la raconter, donc elle sera différente parce que ça sera votre style et votre façon de voir les choses. Alors après, peut-être qu'elle est objectivement pas intéressante, hein, j'en sais rien, hein. Mais bon, d'un côté, il y a des gens qui aiment les films de Spielberg, et puis de l'autre, il y a des films de Marguerite Duras. Hein, ouais. Donc les fans d'Independence Day, qui n'est pas de Spielberg, par exemple, je les vois mal lire des bouquins de Marguerite Duras, ça les intéressera pas du tout. Et vice-versa, un intello abonné à Télérama, il aura peut-être pas forcément envie de lire Guillaume Musso ou Marc Lévy, vous voyez. Donc tous les goûts sont dans la nature. Donc
considérez que oui, votre histoire mérite d'être racontée. Alors après, tout dépend de votre motivation, hein. Si au bout de 20 pages, vous vous lassez, bon ben... alors soit ça veut dire que votre histoire, effectivement, elle tient pas debout parce que vous n'arrivez pas à aller au bout, soit peut-être que vous manquez de motivation. Alors, il n'y a pas de réponse à ça. Toute histoire mérite d'être racontée, si elle est bien racontée, qu'on sent qu'il y a le style de l'auteur, et qu'il y a des personnages attachants, encore une fois. Les personnages sont très importants. Moi, ça m'est arrivé souvent où, dans le premier jet, parce qu'après j'ai rectifié, il y avait des moments que je trouvais creux, plats, sans intérêt. Et puis, je me rattrapais par les dialogues, en faisant des petits dialogues bien punchy. Et puis, je me disais, bon, c'est que le premier jet, je corrigerai ça après. Allez hop, l'important, c'est d'avancer. Donc, vous aurez forcément des doutes en cours d'écriture. Mais les relectures et les corrections, en général, vont éliminer ces doutes, et vous vous direz, ouais, c'est bien, ça mérite d'être raconté. Le retravail d'écriture va resserrer tout, amener de nouvelles idées, et puis faire un ensemble cohérent aux petits oignons, où vous aurez éliminé toutes les scories. Simplement, voilà, c'est un gros boulot, il faut le savoir. Mais putain, c'est vachement intéressant, on est plongé dans son univers, tout le reste autour ne compte pas. Bon, je ferai un petit sujet sur aussi comment j'écris, dans quelles circonstances. Mais moi, personnellement, je peux écrire dans le bruit, ça me dérange pas. Mais c'est une autre histoire, hein, qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Celle-là était un peu longue, mais j'avais envie de raconter toutes ces choses-là. Je sais pas si tout le monde m'a suivi jusque-là. Et alors, pour finir, une petite présentation d'un livre que j'aime bien, d'un auteur que j'aime bien. C'est Robert Little, c'est un auteur de polar, mais alors spécialisé dans l'espionnage, mais alors hyper réaliste. Hein, c'est-à-dire, c'est un mec qui connaît bien le fonctionnement des services secrets américains notamment, mais israéliens aussi. Alors, je me souviens plus, j'ai lu tous ses bouquins, hein. Celui-là, c'est le plus connu. Pour ceux qui s'intéressent aux histoires d'espionnage, franchement, c'est vachement bien. Ça s'appelle La Compagnie. La Compagnie, c'est le surnom de la CIA. En France, le surnom de la DGSE, c'est la boîte. Là, c'est la compagnie. Donc, ça raconte l'histoire de la CIA, mais pendant la période de la crise avec Cuba, de la crise des missiles, la baie des cochons. Et il se passe plein de choses. Et c'est une mine d'informations sur le fonctionnement des services secrets mondiaux, parce que c'est pas seulement américain, hein. Et alors celui-là, regardez, en parlant de bouquins épais, là, celui-là, il fait carrément 1200 pages, 1220 pages. Waouh! Mais on les sent pas filer. Et c'est aussi le père de Jonathan Little, l'auteur des Bienveillantes, Les Bienveillantes. C'est un bouquin incroyable. J'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Donc c'est une famille, ils savent écrire, hein. Voilà, donc si vous aimez l'espionnage, style documentaire, mais néanmoins très boosté à l'adrénaline, allez-y, Robert Little. Bon, sur ce, camarades et camaradesses, pour les quelques qui m'ont suivi jusque-là, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires, hein, hein. Allez, à bientôt. Bon, il sous quand même, hein. Ouais, c'est private joke.